J'aime Radio. Dans le cadre de l'événement Les Accessibles, Mois du handicap organisé par Lorient Agglomération ce 18 novembre à Lorient, à la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'Université Bretagne Sud, l'UBS propose une conférence de Thierry Seguin, directeur du Centre national pour la création adaptée en faveur d'une création artistique inclusive. Aujourd'hui, à J'aime Radio, Thierry Seguin est notre invité. Bonjour Thierry Seguin. Bonjour. Dans le cadre de ce mois du handicap, il va se passer un événement à l'UBS et j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu cet événement. Comment définiriez-vous l'art adapté ou l'art singulier par rapport à l'art contemporain établi ? Quel est l'objectif de faire disparaître les frontières ou au contraire de célébrer la différence de cette création ? Au fur et à mesure de ces dernières années, de ces dernières décennies, on a vu apparaître de plus en plus régulièrement sur les plateaux, sur les scènes artistiques, toutes disciplines, théâtre, danse, musique, des corps singuliers. Et c'est à partir de ce constat-là qu'en 2021, le ministère de la Culture et les collectivités territoriales ont envisagé la création en France d'un centre national dédié à ces pratiques, qui s'appelle donc le Centre national pour la création adaptée. C'était effectivement le sentiment que des altérités différentes étaient arrivées sur la scène et qu'il fallait accompagner. À partir de 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une très grande diversité de pratiques, que ces artistes rencontraient de nombreuses difficultés et que c'était effectivement nécessaire de créer une telle institution. Donc c'est plus le constat de ces singularités dans les programmations, dans les programmes. Donc c'est plus ce constat-là qui nous guide aujourd'hui. Donc moins chercher à différencier, mais plutôt accompagner des artistes différents qui rencontrent des problématiques liées à leur handicap qui sont très particulières et qu'il faut savoir traiter. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de la période dans laquelle nous sommes. Alors justement, l'art a un rôle important et en quoi, et plus particulièrement l'art brut, est-il un levier particulièrement puissant pour changer le regard du public sur le handicap que vous avez évoqué il y a quelques secondes par rapport à d'autres formes de sensibilisation? Effectivement, il y a comme ça deux secteurs qui peuvent énormément changer le regard. En clair, dépasser les a priori, les stéréotypes qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap. Il y a incontestablement l'art et le sport. Je dis le sport parce que, évidemment, on a tous été témoins l'année dernière des Jeux paralympiques. Et à partir de là, je crois vraiment qu'un regard différent sur le handicap est apparu. Et le sport et la culture ont ce point commun, effectivement, d'être médiatique, de pouvoir nous toucher au plus près. Parce que le sport, l'art, c'est quelque chose qui des fois arrive dans nos vies personnelles. Et ça vient subitement montrer ce qu'on voit peu habituellement. C'est-à-dire que l'art et le sport sont un peu comme le reste de la société, c'est-à-dire que le handicap n'est pas suffisamment présent, pas proportionnel au nombre de personnes en situation de handicap. Des grandes manifestations, une évolution des programmations peut donner une visibilité à des personnes qui, par les concours de circonstances, ont été mis un peu à l'écart ces dernières années. Ces deux pratiques aident à une plus grande visibilité. Dans le cadre du renouvellement artistique, comment ces artistes singuliers contribuent-ils concrètement au renouvellement des formes et des récits artistiques dans le paysage français actuel? Je pense que quand on est spectateur d'une œuvre d'art, on est spectateur de la création, mais on est surtout spectateur de l'âme des gens qui portent cette création. Et le fait d'avoir eu des parcours de vie différents, impactés par le handicap, amène à porter un regard différent sur l'existence. Ces artistes viennent enrichir l'histoire de l'art. Quel a été l'élément déclencheur de la création du CNCA de Morlaix et quelles sont ces missions prioritaires que vous défendez aujourd'hui pour garantir une scène artistique plus inclusive ? Le Centre national pour la création adaptée est une institution assez récente puisqu'elle date de 2021, mais elle est adossée sur une très longue histoire qui a débuté en 1994 autour d'une metteur en scène, Madeleine Loirne, qui d'ailleurs a été artiste associée au Centre dramatique de Lorient et qui avait cette particularité de travailler avec des artistes en situation de handicap qui s'appelle Catalyse. Moi, j'ai rejoint Madeleine en 1994 pour travailler à ses côtés, à faire reconnaître ce geste artistique. Et c'est tout ce parcours, maintenant qu'il y a plus d'une trentaine d'années, qui a progressivement amener à ce que ce geste soit reconnu sur les scènes artistiques, puis les scènes artistiques plus importantes, puis les grands événements comme les festivals d'automne à Paris ou le festival d'Avignon, où Madeleine aura créé 3 fois. Donc nos missions, c'est d'aider à la création adaptée, donc identifier les artistes concernés, voir leurs besoins, leur offrir des moyens de production, les moyens d'accès aux outils de création. Le deuxième mission qui est très importante, c'est d'accompagner le secteur professionnel, c'est-à-dire faire que l'ensemble de l'écosystème culturel, des écoles d'art, en passant par les festivals, les théâtres, le cinéma, les musées, s'emparent de ces questions-là. Et plus largement, c'est de contribuer à la sensibilisation d'un large public à ces sujets. Au travers de ce dialogue esthétique
éthique et politique, vous l'avez rappelé, il y a des obstacles, en effet, qu'ils soient institutionnels ou politiques, qui freinent encore la pleine reconnaissance de cet art. Nous, on a réalisé en 3 ans près de 150 entretiens d'artistes concernés et on a identifié 3 grandes natures d'obstacles en fait. La première, c'est l'accès à la formation. C'est-à-dire que très peu d'artistes en situation de handicap ont eu la chance de rentrer dans les grandes écoles nationales supérieures d'art parce que dès leur enfance, ils ont eu un accès contrarié, discriminé à l'éducation artistique, au conservatoire. Donc là, il y a une priorité majeure, c'est de contribuer à l'égalité de l'accès de tous les enfants en situation de handicap à l'éducation artistique, aux pratiques amateurs, aux conservatoires nationaux supérieurs. Le deuxième obstacle, c'est l'accès à la professionnalisation. Ce sont des artistes qui ont des besoins spécifiques, qui vont avoir plus de difficultés que vous et moi à pouvoir participer comme les autres. Donc, il y a à prendre en compte les coûts multiples de ces empêchements. Il faut essayer de trouver des adaptations qui permettent que le monde professionnel s'ouvre à eux. Ce serait, par exemple, d'avoir des auxiliaires artistiques qui puissent les aider, d'avoir une intermittence adaptée à leur spécificité. Le dernier grand obstacle, c'est un peu celui que je pointais tout à l'heure, c'est un désir très fort de la profession, mais qui ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, très souvent, quand vous faites des études, vous vous rendez compte que le monde de l'art est prêt, mais qu'il a 2 difficultés. Budgétaire, ça c'est la première difficulté, parce que certains outils d'adaptation peuvent être coûteux. Et la deuxième, c'est le manque de connaissances. Donc c'est une de nos fonctions en tant que centre national, c'est de contribuer à la montée en connaissances, à la formation plus globale de l'ensemble du tissu culturel. Mais on est à un moment de bascule. Il est en train de se passer quelque chose, une accélération de l'histoire, et les prochaines années vont voir d'importantes progressions et révolutions. Concernant les projets futurs, après cette conférence qui se déroulera, donc, comme on l'a dit, à l'UBS le 18 novembre à 20 heures, 4 rue Jean Zay à Lorient, quels sont les prochains grands projets ou expositions phares que le CNCA prévoit de soutenir dans l'ouest de la France ou nationalement? Il y aura une étape assez importante dans le cadre du festival TNB à Rennes, qui est un grand festival de théâtre et de danse qui a lieu chaque année. Et au sein de ce grand festival, il y a un volet, création adaptée, où seront présentés plusieurs spectacles. Donc, il y a la possibilité pour les spectateurs qui seraient à Rennes d'avoir un parcours de spectacles concernant des artistes en situation de handicap. Et dans ce festival, on organisera, nous, pendant 2 jours, des rencontres professionnelles avec les structures de toute la France, mais aussi de l'Europe, puisqu'on a invité les structures européennes à nous rejoindre pour réfléchir ensemble à ces enjeux. Ça, c'est peut-être un des enjeux très importants dans les années à venir, c'est de mener cette réflexion à l'échelon européen. D'abord parce que l'Europe a pour priorité ces questions d'accessibilité et d'égalité à l'égard des personnes en situation de handicap, donc d'effacement des discriminations. Et puis, on se rend compte aussi que ces questions sont assez communes un peu partout dans le monde. Elles évoluent en même temps qu'évolue le droit international, surtout celui qui concerne les droits de l'homme. Et c'est donc assez important qu'on ait des réflexions avec des structures à l'échelle internationale. Donc ça va être un moment assez important. Et nous, au mois de mars, ici, à Morlaix, on fera un temps fort qui s'appelle D'autres danses et qui sera aussi un temps fort consacré à la création adaptée, mais cette fois-ci sur cette discipline de la danse. La danse, c'est une question de corps. Et on se rend compte qu'effectivement, la discipline chorégraphique s'empare de ces sujets de façon très forte. Et donc, on aura à la fois des étapes de création et là aussi des rencontres professionnelles. Quel est l'intérêt pour l'Université Bretagne Sud, donc l'UBS, d'accueillir un tel événement dans le cadre de ces planètes conférences? Et quel lien vous faites avec les filières lettres, langues, sciences humaines et sociales? Je pense que aujourd'hui, commencer à enseigner l'ensemble de ces disciplines en prenant en compte ces altérités, ces corps différents, c'est très important. Il est clair aussi que lorsque vous avez un master métier du patrimoine, par exemple, comme c'est le cas à l'UBS, la question aujourd'hui d'ouvrir un lieu patrimonial en prenant en compte l'accessibilité du site, en rendant non seulement le site accessible, ce qui n'est pas facile lorsque c'est un lieu patrimonial, mais en réfléchissant également à l'accessibilité des contenus, c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et je pense qu'aujourd'hui, ces enjeux d'accessibilité sont en train de réinterroger les sciences humaines de manière générale, mais aussi l'urbanisme, si vous y réfléchissez bien. C'est très intéressant de se demander quelle était la France d'hier, celle avant les grandes lois de 75 et de 2005 sur la question de l'accessibilité. Pour s'en rendre compte, il faut prendre un train de Paris à Limoges, par exemple. Là, vous montez dans un train qui est un train corail, que certains des auditeurs ont forcément connu, ce sont ces trains des années 70-80. L'expression monter dans le train, elle est réelle parce que vous arrivez
C'est pas comme le TGV d'aujourd'hui où l'entrée dans le train se fait au niveau du quai. Non, il y a trois marches qui sont assez hautes. Et même si vous n'êtes pas handicapé, simplement vous avez une entorse ou une valise trop lourde, c'est très difficile de monter dans le train. Et une fois que vous êtes là-haut, vous dites comment je vais en descendre après, sur le quai suivant, lorsqu'il faudra sortir du train. Et ça, c'est ce qu'était la société avant l'accessibilité. L'accessibilité, vous voyez, c'est un sujet qui touche les corps empêchés, certes, mais qui est excédentaire. Vous voyez, quand vous faites dans l'urbanisme une pente douce, évidemment, elle est pensée pour quelqu'un à mobilité réduite, en clair, quelqu'un qui est sur un fauteuil. Mais les trois quarts des usagers de ces pentes douces, c'est vous et moi parce que vous poussez une poussette ou vous poussez votre valise à roulettes. Concernant le public, quel est ce public que vous espérez toucher prioritairement le 18 novembre à 20 h à l'UBS? Et quel message clé souhaiteriez-vous que les participants emportent avec eux en sortant de cette conférence? Ah, je pense que le message clé, c'est de rappeler que c'est pas une question de spécialiste, c'est vraiment l'affaire de tous. J'ai beau avoir 30 ans de pratique avec des artistes en situation de handicap, d'avoir été partout avec eux en France et dans le monde, il m'arrive toujours de me prendre les pieds dans le tapis sur ces questions-là. Ça, c'est la première chose, c'est de dire, en fait, c'est l'affaire de tous. Et surtout, comme il n'existe pas de société réellement inclusive, eh bien, c'est un appel à innover, à expérimenter. Et je crois vraiment que c'est très important d'oser faire. Souvent, lorsqu'il faut réfléchir à l'adaptation d'un contenu, d'une conférence, d'un poste de travail, on n'ose pas de peur d'échouer. Et du coup, rien ne se fait. Donc, c'est très important d'essayer, de rater mieux encore, parce que c'est par l'expérimentation, par le tâtonnement avec les personnes concernées qu'on va trouver toutes ces voies d'accessibilité. Et c'est par l'expérimentation qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Il faut oser, quoi. Voilà, si j'ai un message, c'est un appel à passer à l'acte. Il faut y aller. Alors ça, c'est le premier point. Et sur le auditoire, moi, j'aimerais beaucoup que soient présents des étudiants, bien sûr, parce qu'on est dans une université, que soient présents des enseignants, parce que la question de l'accessibilité des cours est un sujet qui est très important. Et puis, je trouve que c'est l'intérêt de cette conférence, c'est qu'elle est ouverte à tous et à toutes. Et il y a une chose qui me touche toujours, moi, dans ces rencontres, c'est lorsque les personnes concernées sont présentes. Moi, ce que j'appelle les personnes concernées, c'est les personnes qui vivent avec le handicap. Ça peut être la personne en situation de handicap, mais aussi son aidant, c'est-à-dire son frère, sa sœur, le père, la mère. C'est très important d'entendre toutes les connaissances acquises par nécessité de tous ces gens qui, un jour donné, sont retrouvés dans la situation de devoir accompagner un être cher qui est impacté par le handicap et comment eux vont dépasser les obstacles. Y aura-t-il un espace de dialogue, une exposition ou des ateliers prévus après la conférence pour que l'engagement du CNCA puisse se traduire par des actions concrètes et locales à Lorient? On a cette idée de future collaboration entre le Centre national et l'université. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous êtes à Lorient, vous êtes quand même dans un territoire qui est pilote sur ces questions-là aujourd'hui. Il y a une politique locale extrêmement volontariste à l'échelle de l'intercommunalité. Et ça se sent d'ailleurs quand on arrive dans l'espace public, on voit bien que les aménagements qui ont été faits ont rendu une place possible aux personnes singulières. Et du coup, vous les voyez dans la rue, alors que dans d'autres villes en Bretagne, on ne les voit pas forcément. Donc c'est un territoire qui est pour moi un territoire assez exemplaire sur ces questions-là. C'est lié à la mobilisation des acteurs de ce territoire, de l'université, des collectivités, de CARPAP, qui est un centre de soins très engagé sur ces questions-là. Une autre chose aussi, c'est que quand on parle de ces questions-là au niveau national, on sait que la Bretagne est particulièrement engagée sur ces enjeux d'accessibilité, de prise en charge du handicap. C'est une région qui est très identifiée dans la cartographie nationale. Mais on travaille beaucoup aussi avec l'École des Beaux-Arts de Lorient, dans le cadre justement d'un dispositif qu'on appelle Effraction et qui vise à rentrer dans les écoles d'art, à faire rentrer des élèves et aussi des artistes en situation de handicap. Donc beaucoup de collaborations à venir avec le territoire de Lorient. Eh bien, nous aurons grand plaisir justement à évoquer ces futurs projets, ces futurs partenariats, collaborations. Encore une fois, Thierry Seguin, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur GEM Radio. Et donc, on vous donne rendez-vous le 18 novembre à 20 h au 4 rue Jean Zay à Lorient, à la faculté de lettres, de langue, sciences humaines et sociales à l'UBS,